Alors, c'est important de trouver comme ce juste équilibre entre une diète qui va favoriser à la fois la croissance des microbes cellulolytiques et la croissance des microbes amylolytiques. Bienvenue à Rumination, notre podcast qui donne les solutions pratiques pour nos industries laitières. Bonjour, je suis Chris Gwynn et aujourd'hui je suis fier d'avoir Vicky Brisson, un de mes collègues, avec nous aujourd'hui à Rumination. Vicky est un candidat presque fini, sa maîtrise à l'Université de Guelph au Canada. Son recherche couvre un sujet qui m'intéresse, c'est une de mes passions, mais aussi une des passions de Jeffo Nutrition. Ça, c'est des vitamines B et spécifiquement, c'est quoi les facteurs plus importants pour la synthèse ruminale des vitamines B? Vicky est une native d'Est Ontario, une région francophonie, qui vient d'une ferme laitière et passé ses étés au niveau de ferme, de travailler avec des vaches, et études des vaches et études de nutrition, et passé ses employés entre les semestres de l'université comme un nutritionniste ou aussi un technicien laitier dans l'industrie de l'alimentation des vaches laitières. En septembre passé, en 2021, Vicky nous joindre chez Jeffo, chez la famille Jeffo Nutrition. Vicky, bienvenue à Rumination. Merci beaucoup, Chris. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je veux commencer spécifiquement. Est-ce que tu expliques ou parler un peu plus ton voyage avant Jeffo, ton voyage des études avant ton rôle chez Jeffo? Absolument. Donc, tu as fait un bon sommaire de mon parcours dans ma présentation. Donc, je vais peut-être me répéter un peu, mais j'ai grandi sur une ferme laitière familiale dans l'Est ontarien. Donc, mes deux parents viennent de fermes laitières, eux aussi. Puis, je me suis toujours intéressée à la santé animale. Donc, depuis la 8e année ou l'équivalent au Québec, jusqu'au début de ma maîtrise, j'ai passé beaucoup de temps sur la route avec des vétérinaires de gros animaux, des vétérinaires bovins, pour justement faire du shadowing, pour utiliser le bon terme anglais. Donc, ça m'a vraiment permis non seulement d'approfondir ma connaissance au niveau de la santé animale, puis des principaux défis auxquels les producteurs font face, mais aussi d'apprendre à établir des bonnes relations fortes avec les partenaires de l'industrie laitière, puis justement de collaborer avec ces partenaires-là qui composent l'équipe de soutien des agriculteurs, parce qu'on sait que l'agriculteur fait souvent appel à son vétérinaire, à son nutritionniste, à son ou sa bancaire. Alors, pour moi, c'était important de vraiment comprendre les enjeux de chacune des perspectives. Puis, j'ai décidé d'obtenir d'aller à l'Université de Guelph pour obtenir mon baccalauréat en sciences animales. Comme beaucoup de gens le font quand on commence des études en sciences animales, mon objectif initialement, c'était de poursuivre une carrière en médecine vétérinaire pour les gros animaux, les bovins laitiers. Mais moi-même. Exactement. Mais j'ai rapidement découvert un intérêt particulier pour le rôle que la nutrition peut jouer dans la santé des animaux, tout particulièrement au cours de mes cours de nutrition, même s'ils étaient peu nombreux au cours de mes 4 ans à l'université. Puis, après avoir effectué un stage dans les ventes laitières chez Cargill Animal Nutrition à l'été 2019, j'ai commencé ma maîtrise à l'Université de Guelph en septembre 2019 avec la docteure Jennifer Ellis. Puis, quand j'ai commencé, je savais que c'était un gros défi devant moi, mais ça m'inspirait, ça m'énergisait. J'avais aucune idée où ça m'apporterait, mais je découvrais aussi un domaine de la nutrition laitière que j'avais pas tant exploré avant. Donc, je me suis plongée dans ce qu'est la modélisation mathématique, puis l'importance des vitamines B dans les vaches laitières. Puis, depuis, ma curiosité pour ces deux sujets-là ne cesse de croître. Je pense que, vraiment, on a juste touché la pointe de l'iceberg. Puis, il en reste encore tellement plein à découvrir. Puis, c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvée chez Jeffo. Comme tu l'as mentionné, chez Jeffo, on porte une attention particulière à l'importance des vitamines B. Alors, pour moi, c'était une superbe opportunité de, justement, poursuivre cet intérêt-là,
continuer à explorer l'impact que les vitamines B peuvent avoir sur les ruminants puis les vaches laitières. Merci. Et le point de l'exploration des effets, l'impact des vitamines B, peux-tu expliquer un peu plus profondeur le sujet pour l'audience aujourd'hui? Absolument. Donc, pour aider à notre auditoire, notre audience à comprendre un petit peu plus le fonctionnement de ma thèse, dans le fond, c'était vraiment ma recherche comportait 2 volets. Donc, le premier objectif, c'était de développer des modèles empiriques. Les modèles empiriques, c'est un ensemble d'équations, mais c'est vraiment des équations statiques qui nous permettent de résumer les résultats. Dans ce cas-ci, les résultats d'une méta-analyse. Donc, nous, notre méta-analyse, on a recueilli des données de 16 études qui avaient été publiées précédemment, mais qui n'avaient pas de données sur les vitamines B. Donc, l'équipe à Agriculture Agroalimentaire Canada, l'équipe de Dr Christiane Girard, a réanalysé ces échantillons-là de la diète ou de la ration, puis du digestat duodénal pour mesurer justement leur concentration en vitamine B. Alors, ça nous donnait ces informations additionnelles-là pour conduire la méta-analyse. Puis, ça nous a aussi permis de déterminer quels facteurs, soit au niveau de la diète ou au niveau du rumen, étaient les plus susceptibles d'influencer la synthèse apparente ruminale et le flux au duodénum des vitamines B. Donc, je vais prendre une petite pause ici puis expliquer pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au flux au duodénum. Le flux au duodénum, ça représente vraiment le réel apport pour les vaches de n'importe quel nutriment, dans ce cas-ci, les vitamines B. OK. Dans les monogastriques, ce qui se retrouve dans la diète égale ce qui va être disponible pour être absorbé par l'animal. Exact. Mais dans les ruminants, on a cette belle boîte noire-là qui est le rumen. Un gros point d'interrogation qu'on essaie encore de mieux comprendre. Donc, nous, notre objectif, c'était un petit peu d'utiliser une flashlight dans le rumen puis de comprendre ce qui se passait. Yep. Donc, en bref, c'est ça. Sur la base de variables qu'on avait de disponibles, dans le fond, on a obtenu des équations qui nous ont permis à la suite de formuler des hypothèses sur quels facteurs quels facteurs sont les principaux ou affectent principalement la synthèse apparente ruminale des vitamines B, puis le flux au duodénum qui en résulte. Ces équations-là, ça nous a permis de mettre en évidence de quelle façon est-ce que chaque vitamine B est synthétisée dans le rumen. Puis, ce que ça a vraiment souligné, c'est que chaque vitamine est influencée par différents facteurs, puis est influencée de différentes façons par ces facteurs-là. Donc, suite à ces connaissances-là acquises à travers les modèles empiriques, on est passé au deuxième objectif. Vraiment, le deuxième objectif, c'était grâce aux connaissances qu'on avait acquises d'élaborer un modèle mécaniste qui pourrait nous aider à prédire la disponibilité de la vitamine B12 ou la cobalamine dans le rumen pour la vache, ou la disponibilité de la cobalamine pour la vache. Donc, c'est quoi des modèles mécanistes? C'est quoi la différence entre un modèle empirique puis un modèle mécaniste? En gros, un modèle mécaniste, c'est un modèle qui est plus dynamique, qui nous permet de faire des prédictions selon des modifications des facteurs alimentaires. Puis, on sait que quand on modifie la diète, on modifie l'environnement dans le rumen. Puis, ça résulte en une différente disponibilité de la cobalamine pour la vache laitière. Donc, présentement, où on en est, ce type de modèle-là, ça nous aide plus comme outil pour guider les recherches futures. Ça nous aide à identifier les lacunes dans nos connaissances, puis aussi à valider ou peut-être à supporter ou à établir des hypothèses avant de vraiment passer à l'étape de recherche appliquée dans les vaches, de prendre des échantillons, etc. Donc, ça peut nous permettre un petit peu de streamliner le processus ou d'éviter de faire des recherches ou des études qui vraiment sont complètement hors de la zone de tir. Les modèles peuvent aussi être utilisés dans une utilisation commerciale, mais c'est pas tant notre objectif dans ce cas-ci. Alors, en gros, c'est ça, un petit background ou
un petit compte-rendu sur la structure de ma recherche. Ah, merci beaucoup. Et dans la recherche, je pense que vous avez, et d'autres chercheurs aussi, à trouver des effets clés, ou je veux dire en anglais, drivers, pour les synthèses de vitamine B, ou la famille de vitamine B dans le rumen. Et comment est-ce que cette synthèse peut satisfaire les besoins ou non satisfaire les besoins des vaches laitières, des veaux, des génisses, des bovins boucheries? Absolument. Donc, avant de sauter immédiatement dans ma réponse à ta question, je vais te rappeler qu'il nous en reste encore beaucoup à étudier en ce qui concerne la synthèse ruminale des vitamines B. Donc, tu sais, je m'avancerai pas puis faire des hypothèses qui n'ont pas encore été confirmées. Par contre, au cours des dernières années, puis tu es probablement très très familier avec cet article-là, mais de nombreuses études incluant une méta-analyse de 50 troupeaux de vaches avec des vaches étant 45 jours en lait et plus, ont vraiment démontré une réponse positive à la production laitière quand on supplémente des vitamines B protégées. Oui. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire ça? En gros, ça nous indique que, si les microbes du rumen, ils étaient déjà capables de synthétiser les vitamines B, la quantité, si on le supplémenterait, il n'y aurait pas de réponse. Mais là, la quantité qu'ils produisent n'est pas nécessairement suffisante pour répondre aux besoins de la vache, parce qu'on observe une réponse. Oui. Alors, c'est ça. Mais pour en revenir à ta question, la réponse courte des facteurs qui affectent la synthèse des vitamines B, ça dépend. On doit se rappeler que, souvent, on fait référence aux vitamines B comme un complexe en entier. Les vitamines B, on en parle toujours ensemble. Puis, effectivement, c'est important de le faire parce qu'il y a plusieurs interactions entre chaque vitamine. Puis, souvent, quand c'est supplémenté sous forme, justement, de suppléments dans la diète, ils sont supplémentés dans un groupe. Par contre, quand on essaie de comprendre quels facteurs affecte la synthèse des vitamines, on doit vraiment se pencher sur les vitamines individuelles. Chaque vitamine a sa fonction unique et donc les facteurs qui affectent la synthèse de cette vitamine-là sont aussi tous différents. Par contre, pour essayer de trouver un fil conducteur entre toutes ces vitamines-là, dans nos modèles empiriques, on a utilisé la consommation volontaire de matières sèches comme variable scalaire dans tous les modèles. Donc, on sait que la consommation volontaire de matières sèches, ça affecte l'environnement dans le rumen. Si on a plus de matières sèches, si on a moins de matières sèches, ça va affecter le temps que le digestat va rester dans le rumen. Puis, en résultat, ça va affecter la population microbienne. Si le digestat passe plus rapidement, on va avoir moins de bactéries qui digèrent les fibres, plus de bactéries qui digèrent l'amidon, juste parce que ça leur prend moins de temps pour s'établir. On a vraiment remarqué ça aussi dans les résultats, dans les équations obtenues. La consommation volontaire de matières sèches avait des effets opposés sur différentes vitamines B. Donc, par exemple, on réduit la consommation volontaire de matières sèches. Mais ça n'a pas le même effet sur toutes les vitamines B. Ça cause une diminution de la quantité de thiamine, de riboflavine ainsi que de vitamine B6 synthétisée par les bactéries, mais ça augmente la quantité de niacine, d'acide folique ainsi de cobalamine qui est synthétisée dans le rumen. Mais pourquoi? Comme je l'ai mentionné, notre hypothèse, c'est que ça l'affecte directement, c'est directement affecté par les changements dans la population microbienne qui synthétise ou qui dégrade les vitamines. Je vais prendre une pause ici aussi pour mentionner que la synthèse apparente ruminale, mais c'est la somme ou le résultat de la synthèse et la dégradation. Donc, lorsqu'on observe une diminution dans la synthèse apparente ruminale, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire qu'on a une augmentation de la dégradation de ces vitamines-là, ou ça peut vouloir dire qu'on a une diminution de la synthèse. Par contre, étant donné l'état de nos connaissances à l'instant, on n'a pas de façon de quantifier ou de déterminer lequel de ces modes d'action-là est responsable pour les résultats qu'on observe. Alors, on doit observer nos résultats, émettre des hypothèses, puis c'est là que la recherche future prendra sa place. Un autre facteur clé qui vraiment affecte la synthèse apparente ruminale,
Ben, c'est la quantité ou la concentration ou les niveaux d'amidon et de NDF digestibles dans la ration. Ça aussi, ben, il y a des effets opposés ou différents pour chaque vitamine. Donc, je vais aussi prendre une pause ici pour faire un petit lien avec la population microbienne. Donc, quand on a plus d'amidon, ben, on va favoriser la croissance des microbes amylolytiques, les microbes qui vont justement se nourrir d'amidon. Tandis que quand on a plus de NDF, de fibres dans la ration, ben, on va favoriser la croissance des populations microbiennes cellulolytiques, donc les bactéries qui vont se nourrir de fibres. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Mais selon les modèles empiriques qu'on a observés, on en a déduit les hypothèses suivantes. Que la thiamine et que la cobalamine sont probablement synthétisés par les microbes cellulolytiques, tandis que la riboflavine, la niacine, les vitamines B6 ainsi que l'acide folique sont probablement synthétisés par les microbes amylolytiques. Ah, OK. Mais là, ça, c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'hypothèses. Mais je vais faire un petit lien avec ce que Dr. Christiane Girard a mentionné quand il était invité sur le podcast il y a quelques épisodes. Donc, Dr. Girard a passé essentiellement sa carrière à étudier les acides foliques ainsi que la cobalamine. Oui. Elle mentionne, puis ça a été observé dans plusieurs études, que l'acide folique et la cobalamine sont essentiels, sont dépendants l'un de l'autre pour assurer les bonnes fonctions métaboliques. Donc, oui. Si on n'a pas assez d'acide folique ou de cobalamine, ça peut mener à une déficience secondaire. Alors, c'est important de trouver comme ce juste équilibre entre une diète qui va favoriser à la fois la croissance des microbes cellulolytiques et la croissance des microbes amylolytiques. Sinon, on va avoir trop de B12, trop de B9 ou pas assez d'un, pas assez de l'autre. Alors, ça aussi, c'est des facteurs qui doivent être considérés dans la future inclusion des vitamines B dans le ration balancing. Alors, en gros, c'est ça, nos trouvailles. Beaucoup de questions encore à répondre. Oui. Mais je pense que c'est excitant aussi de résumer ces trouvailles-là. Puis, tranquillement, pas vite, on émet des hypothèses, puis c'est comme ça qu'on va réussir à répondre à ces questions-là. Non, c'est excellent, Vicky. Merci pour le résumé. Et aujourd'hui, on parle de une chose, ça c'est la synthèse des vitamines B. Mais aussi, en l'autre partie, c'est les besoins d'une vache, un besoin d'un veau, une jeunesse, un bovin boucherie. Une des choses que c'est pas déjà compris assez bien. Et certainement des choses que on sait que nos besoins de production des vaches ou des bovins boucherés, c'est vraiment plus haut que en passé. Je sais que dans mon carrière de 30 ans dans l'agriculture, les niveaux de production de vaches laitières, c'est augmenté 50%. Et j'imagine que dans les prochaines 30, ça va augmenter plus que ça. Vicky, peux-tu partager un peu juste pour les points clés pour nos audiences aujourd'hui? Absolument. Ben, le mot-clé, en gros, c'est on a encore beaucoup de questions, beaucoup de recherches. Par contre, on a quelques certitudes. Entre autres, tu as parlé des besoins métaboliques qui ont augmenté à travers les années. Puis, ça vient vraiment remplir le besoin des vitamines B. Les vitamines B, ce sont des coenzymes essentiels. Oui. Ils contribuent à répondre à ces besoins métaboliques-là. Donc, plus que la machine grossit, plus qu'on va avoir besoin d'huile pour assurer le bon fonctionnement de cette machine-là, si on veut. On étudie encore les facteurs qui affectent la synthèse apparente ruminale, puis l'apport des vitamines B qui en résultent. Mais on sait, ou selon nos modèles empiriques, on a établi que la consommation volontaire de matières sèches, l'amidon et la NDF digestible, ce sont probablement des facteurs clés qui affectent la synthèse apparente ruminale des vitamines B. En attendant d'en savoir plus sur les modes d'action, qu'est-ce qui cause ces effets-là? Les réponses positives au niveau de la production, de la reproduction et de la santé, quand on supplémente des vitamines B protégées, ça représente une augmentation directe à l'apport de la vache,
Puis, ces résultats-là, ils ont été largement démontrés. Puis, ils suggèrent que les vaches ont en effet besoin des vitamines B. Puis que ces besoins-là, ils peuvent pas être satisfaits uniquement par la synthèse ruminale. Merci, Vicky. Et merci pour le partage de votre temps avec nous chez Jeffo et ces ruminations. Un gros merci. Merci. Merci, Chris. Et pour l'audience aujourd'hui, juste faites attention, ne manque pas nos prochaines et nos anciens épisodes de rumination chez jeffo.ca ou Apple ou Google Podcast et aussi à Spotify. Le podcast ou balado, rumination, ça vient de Jeffo Nutrition et merci à Jeffo pour ça. Passez une bonne journée.